Bonjour à tous, bienvenue. On est très content que vous soyez tous ici pour cette deuxième journée des jeunes chirurgiens du rachis. On a choisi, comme vous aviez pu le voir, comme thème cette année les abords antérieurs du rachis cervical et lombaire. Donc les présentations d'aujourd'hui vont tourner un petit peu autour de ça. On va commencer par le symposium House Spine avec le premier topo qui concernera la stratégie chirurgicale dans le cas d'une myélopathie cervico-arthrosique multi-étagée par M. Chalier. Tu restes là, Philippe. Bonjour à tous. Je voulais juste vous dire deux mots sur la House Spine pour commencer. Remercier Philippe Bancel et puis Renan pour l'invitation. Puis aussi vous féliciter parce que le métier de chirurgien du rachis, c'est quand même un métier qui est difficile mais extrêmement gratifiant. Il ne faut quand même pas oublier qu'on soulage la douleur, qu'on redonne la performance et qu'on relève les gens, ce qui, de temps en temps, peut venir au mystique. Alors, ce n'est pas cette présentation-là, c'est la présentation de Philippe pour rapidement faire un petit tour d'horizon de ce qu'est le groupe House Spine. Donc, est-ce que vous savez déjà ce que ça veut dire AO? Parce que tout le monde voit AO, AO, AO. C'est Arbeitsgemeinschaft für Orthopädische. C'est l'équipe de travail pour l'orthopédie. Donc ça a été fondé en 1955. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps un petit dessin du premier symposium où en fait on voit Müller avec sa petite moustache et puis tous les autres en train de discuter des techniques d'ostéosynthèse. Ils avaient changé complètement les techniques d'ostéosynthèse grâce à ces rencontres. Alors c'est devenu maintenant plutôt une communauté qui a visé d'éducation, une grande communauté, une communauté mondiale, avec plusieurs groupes. À noter donc nous on est dans le groupe House Spine Europe et on a une petite pensée pour nos collègues ukrainiens et russes qui sont dans le groupe WhatsApp totalement unanimes sur la condamnation de ce conflit qui est vraiment une honte et qui s'organise pour trouver du matériel de chirurgie, de traumatologie salut Ahmed, pour traiter tous ces blessés. On espère que ce conflit va se résoudre le plus rapidement possible. Alors en fait, l'idée c'est que dans House Spine, on commence par les cours basiques. Je pense que tout le monde, vous avez dû les faire. Ensuite, on devient membre. On participe aux facultés et après on devient officer. Donc, moi, j'ai eu cette chance pendant 4 ans. C'est vraiment chouette parce qu'on fait un petit tour d'Europe. On rencontre vraiment tous les membres House Spine Europe. On apprend justement à comment transmettre le savoir, comment organiser un cours, comment se créer des objectifs d'apprentissage. Et ça, c'est vraiment intéressant personnellement pour le développement. C'est vraiment super. Alors après, bon, là, il y a effectivement une initiative au niveau de la recherche qui se met en place, notamment via le Global Spine Journal. Donc on voit quand même, ça a bien pété en 2017, ça a diminué un petit peu. Pas mal de cours, pas mal de supports numériques, pas mal de webinars. D'ailleurs, le prochain webinar, je pense qu'on peut faire une petite pub. Je crois que c'est avec Jean. Jean Edouard. C'est avec Jean Blum sur l'histoire de la chirurgie. Parce que on partage ce truc-là avec Jean. On est un peu fan d'histoire et de littérature. Voilà, donc pas mal d'événements, tout ça. Et je vous encourage à regarder un petit peu le site de la House Spine, à devenir membre. Parce que c'est vrai que ça vous donne pas mal de supports, notamment le Global Spine Journal. Et puis, il y a le Global Spine Congress. Alors, malheureusement, il devait être fait à Paris l'année dernière, mais à cause du Covid, ça n'a pas pu se faire. Et le fameux cours de Davos. Salut Yann. Voilà, donc adhérez, venez, c'est super chouette. Alors ça peut paraître très suisse-allemand au départ,
entouré de règles et tout, c'est assez carré, mais honnêtement, on arrive à insérer un petit peu de latin et de sud dans cette organisation un peu allemande, et je trouve que c'est assez sympa. Ok, donc on va enchaîner tout de suite par la présentation sur les abords du rachis cervical. Je n'ai pas vos prénoms, messieurs de la technique. Pascal et Arnaud. Merci infiniment. Bonjour, entrez. Ouais. Tu m'envoies ça aussi, hein, Philippe. C'est pour mon petit profil pic. Alors, je vais vous parler des abords chirurgicaux du rachis cervical. En fait, c'est vrai que la journée aujourd'hui, c'est surtout sur les abords antérieurs. En fait, moi, j'ai fait un petit travail sur la comparaison des abords antérieurs et postérieurs dans le rachis cervical, et plus particulièrement dans la myélopathie cervicale dégénérative. Donc ça, c'est mes conflits d'intérêts. Donc en gros, c'est que du français fabriqué en France à capital français. Ça, vous me reconnaîtrez à la SFCR, c'est un peu le Montebourg de la chirurgie du dos. Je travaille beaucoup avec les entreprises françaises. L'idée aujourd'hui, très rapidement, c'est d'identifier un peu, comprendre un peu la myélopathie, comprendre les avantages et inconvénients des approches, et puis connaître quelques points essentiels de la littérature, parce qu'il y a des petites choses qui sont assez intéressantes dans l'historique. Alors, la compression neurologique associée à des éléments arthrosiques, ou on va dire ostéo-articulaires dégénératifs, sa première description, elle est de 1911, donc c'est par Pierce Bailey, qui a fait un joli travail sur le comportement de la moelle épinière lorsqu'on enlève les éléments arthrosiques. Et en fait, on voit cette corde ici qui devient plus libre. Et alors, ça, c'est un élément de littérature qui est assez intéressant, enfin, ce qui est assez étonnant, c'est que la même année, je ne sais pas si vous savez, il y a Albie qui a décrit la première procédure de fusion thoracolombaire dans le mal de Potte. Ce qui fait qu'en fait, dans la même année, à deux endroits différents, il y a une équipe qui a dit quand on décomprime, ça libère les nerfs, ça libère la moelle épinière, on fait marcher les gens. Et l'autre qui a dit quand on fusionne, ça soulage les douleurs, ça peut guérir la maladie. L'entité clinique de myélopathie cervicale dégénérative, au départ, on l'appelait plutôt myélopathie cervico-arthrosique. Elle a été décrite pour la première fois par Sir Brain. Et alors, quand on parle de pathologie, ça veut dire d'étude de la maladie. Donc là, on est en 1952. On peut voir quand même un travail assez exhaustif de pathologie. On voit la macro avec une moelle épinière qui est bien festonnée par les éléments compressifs. On a la micro avec la comparaison entre effectivement une portion de moelle épinière qui est saine et une portion de moelle épinière comprimée. On voit même les éléments vasculaires qui sont comprimés. Et puis on voit aussi, on est en 1952, des myélographies dynamiques où on voit les éléments de compression du rachis cervical en flexion et en extension. Donc c'était il y a 70 ans, c'est 70e anniversaire cette année, et je trouve que cet article est vraiment, vraiment visionnaire. Ça, c'est un travail qu'on avait fait aux États-Unis avec le groupe AO Amérique du Nord, auprès de Virginie Lafage et Chris Ames. Et ça montre surtout le fardeau que représente la myélopathie cervicale dégénérative. En fait, la prévalence, c'est difficile de donner un chiffre exact pour la prévalence. On estime environ 2 à 4% chez les sujets adultes dans le monde entier. C'est quand même quelque chose d'assez impactant, quoi. Et en fait, on avait fait un travail qui comparait les scores du short form 36, physiques et mentaux, comparés aux autres maladies. Et en fait, il se trouve que
la myélopathie cervicale dégénérative, bah, les malades ils avaient des scores physiques et mentaux de SF36 qui étaient significativement moins bien que les malades cancéreux, les malades diabétiques, les malades avec des insuffisances cardiaques. Donc ça montre un peu la lourdeur du fardeau, quoi. Impact sévère sur la qualité de vie. Alors, ça c'est le grand pape, hein, bien sûr, de la chirurgie cervicale. C'est Michael Fellings qui a montré une efficacité de la chirurgie, que ce soit par voie antérieure ou par voie postérieure. On sait que sur tous les scores, que ce soit JOA, que ce soit le NURIC, que ce soit le Neck Disability Index, quand on opère, quand on décomprime la moelle épinière, les malades s'améliorent. Alors, c'est une maladie qui est complexe. C'est une maladie qui est complexe parce qu'il y a différents types de lésions. En fait, on voit un peu ici, sont représentées toutes les lésions d'origine discale, tout ce qui est ossification du ligament commun vertébral postérieur, toutes les compressions d'origine postérieure. Il y a des aspects statiques et dynamiques. Ça évolue différemment. C'est-à-dire que pour mettre en place une stratégie bien claire, il faut avoir quand même pas mal d'expérience. En gros, sur l'évolution, moi, ce que je dis aux malades, quand il vient me voir et qu'il vient avec des petites paresthésies, qu'il est un petit peu gêné, mais il peut encore boutonner sa chemise, il peut encore faire ses activités de la vie quotidienne, généralement, je me laisse quand même quelques mois, voire avec un traitement fonctionnel, physiothérapie antalgique, de temps en temps le collier quand il est douloureux, essayer de récupérer un petit peu d'amplitude articulaire, un petit traitement médicamenteux. S'il a une névralgie associée avec une sténose foraminale, peut-être une infiltration. Mais je me laisse un petit peu de temps quand même pour voir comment ça évolue. Parce que, en fait, j'ai vu des malades évoluer de façon favorable. C'est-à-dire qu'ils avaient fait leur petite crise comme ça, et puis genre, quand je les ai revus à 6-8 semaines, ils étaient mieux. Et au final, je les vois tous les ans. Et eux, ils ne veulent pas se faire opérer, donc je ne les opère pas. Et puis j'ai d'autres malades qui ont vu des évolutions défavorables avec, vraiment, ils sont de pire en pire. Il y a le syndrome pyramidal. Bon, le syndrome pyramidal, quand même, quand il apparaît, c'est que c'est déjà bien assez évolué, il faut y aller. Mais j'aime bien me laisser un petit peu de temps avant de proposer la chirurgie. Et cette indication, effectivement, de temps en temps, elle est assez peu évidente. C'est pour ça que là-haut a proposé cette année de recoder tout la myélopathie cervicale dégénérative. Et je vous encourage à aller voir sur le site de Lao Spine, parce que c'est très intéressant. En fait, il y a une issue spéciale du Global Spine Journal qui parle justement de tous les objectifs et de toutes les priorités à se mettre pour mieux comprendre la maladie, mieux comprendre le pronostic et mieux comprendre le timing chirurgical. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, concernant les abords. Donc, en gros, c'est soit antérieur, soit postérieur. Alors, souvent on dit l'abord antérieur du rachis cervical, c'est Cloward. On se dit, c'est Ralph Cloward, c'est lui qui a inventé le... En fait, non. Juste avant lui, Cloward, c'est 56. Smith et Robinson, en 55, ils ont décrit la voie d'abord pré-sternocleidomastoïdienne. Et même à cette époque-là, c'était assez intéressant. Ils mettaient donc un petit greffon. Et en plus de ça, quand même, les mecs sont élégants, hein, ils faisaient une petite suture au niveau du ligament commun vertébral antérieur. Alors, classiquement, on préfère la voie antérieure quand il y a une modification du signal préopératoire, quand il y a une kyphose, ou quand il y a un ratio d'ossification du ligament commun vertébral postérieur qui est supérieur à 50%. Deux types d'abord antérieurs, hein, soit les transdiscales, soit les corporectomies. Ensuite, en ce qui concerne la botte postérieure, alors ça c'est pas mal, ça c'est Byron Stuckey, donc on est en 1928. En fait, il n'a pas décrit la myélopathie cervicale dégénérative en tant qu'entité clinique. Il a été le premier à décrire une compression dégénérative de la moelle épinière parce qu'il appelait des chondromes. En fait, c'était des éléments dégénératifs du contenant, quoi. Et il a décrit la voie postérieure où, en fait, on voit, c'est quand même assez osé, j'avoue,
C'est-à-dire qu'il enlève ses chondromes, enfin il fait une laminectomie large, ensuite il fait une durotomie, je crois, et puis il va enlever ce qui ressemble, après avoir tracté la moelle épinière, il va enlever je ne sais pas si c'est des discopathies, enfin des protrusions discales, c'est difficile à dire. Mais on se dit que, bon, moi personnellement, ce genre de geste, je n'ai pas assez de courage pour le faire. Un peu plus élégant, on va dire, Scoville, bien sûr, 1961, avec l'avènement de la fraise, qui faisait des laminectomies un petit peu moins agressives. Ensuite, bien sûr, les procédures de fusion associées aux laminectomies. Donc, on pense bien sûr à Arwakami en premier, hein, et à Maguerle, avec différents types d'orientation du visage. Et puis, le petit dernier, c'est la technique japonaise. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais trouvé. Alors, je ne sais pas si Philippe, tu m'arrêtes si je me trompe. Le premier article que j'ai trouvé sur la laminoplastie, c'était bien un japonais en 83, avec un open door. Alors, sur les abords chirurgicaux, 3 revues systématiques de la littérature comparant antérieur versus postérieur. Pourtant, aucune supériorité établie clairement. Et c'était donc c'était donc le sujet de l'étude que je vais vous montrer après. Concernant l'alignement cervical sagittal, donc Yann va vous en parler plus en détail, mais globalement, moi, il y en avait 3 que je retenais, en sachant que bon, la lordose C2C7, on en revient parce qu'on sait depuis assez longtemps même que chez le sujet asymptomatique jeune, il peut y avoir des syphoses cervicales totalement asymptomatiques. Alors, le fameux mismatch pente de T1 lordose cervicale. Donc on voit, hein, c'est la pente de T1, c'est l'angle entre l'orientation du plateau supérieur de T1 et l'horizontale, et C2C7. En fait, le premier qui l'a décrit, c'est Thierry Marnet, hein, bien sûr, qui expliquait qu'il y avait une harmonie entre le socle, ceux qui portent le cou, quoi, et la colonne vertébrale cervicale. Et c'est Ames qui a fait carrément une chaîne de corrélation entre ces différents paramètres. Ensuite, il y a le C2, C7, SVA. On va dire que c'est celui que j'utilise le plus souvent. C'est celui qui est le plus corrélé au score de qualité de vie. Alors, ça c'est une étude assez intéressante. C'est Teng qui a montré que dans les fusions postérieures, le Neck Disability Index, il avait un coefficient de corrélation. Bon, c'est des coefficients de corrélation à 0,5, 0,6. Hein, c'est pas non plus la folie, mais c'est des coefficients de corrélation qui sont quand même assez intéressants entre le C2, C7 SVA dans un rachis fixé et le score de qualité de vie. Et ensuite, ça c'était un gros travail de l'équipe AO North America aussi, mené par Justin Smith avec Virginie. En fait, ce qui avait été fait, c'est qu'on avait modélisé la moelle épinière en 3D à partir de l'IRM, et on avait corrélé le volume de la moelle épinière, les paramètres sagittaux et les paramètres de qualité de vie. Du coup, on s'était dit, bon, ça c'était pendant mon stage chez Virginie Lafarge à New York University, on s'était dit, bon, on n'a pas réussi à trouver ça et tout, et il y a l'AO North America qui a une super base de données, où ils ont plein de malades opérés, myélopathie cervicarthrosique, antérieure et postérieure. Donc on va regarder, à partir de tous ces éléments cliniques, d'alignement, ce que ça donne. Donc antérieur versus postérieur, on a évalué l'alignement et les scores cliniques et neurologiques. Voilà. Donc, on avait comparé 108 patients, antérieur approach group, postérieur approach group, 65 versus 43. Ils étaient, ça c'est assez intéressant, ils étaient un petit peu plus vieux. Hop là, ils étaient un petit peu plus vieux dans le groupe postérieur.
Pour le reste, c'était pas vraiment. Ils étaient un petit peu plus gênés au niveau du JOA. Ça, c'était les changements de Nuric. En fait, en gros, c'est un peu compliqué, mais ils démarrent comment dire, en foncé, et ensuite ils arrivent en clair. C'est-à-dire qu'en gros, globalement, en préopératoire, ils sont très embêtés sur le plan neurologique, et puis en post-opératoire, ils sont mieux. Dans les deux groupes, une amélioration significative de la qualité de vie et du score neurologique. Pour ce qui est des paramètres sagittaux, pas vraiment de différence entre les deux. Peut-être une légère tendance à l'amélioration dans le groupe antérieur par rapport au groupe postérieur. Au niveau de tout ce qui était comment dire, complications, c'était à peu près les mêmes. Ensuite, on avait fait, ça c'était le grand truc de Virginie, c'est de faire des corrélations avec des régressions logistiques pour pouvoir faire de la prédiction, mais en fait, on se rend compte que, je veux dire, à 0,25 de corrélation, c'est pas significatif du tout. Du coup, comment dire, les résultats sont assez similaires. C'est vrai qu'il y a une petite détérioration de l'alignement dans le groupe postérieur, mais c'est plutôt une tendance. C'est difficile de conclure là-dessus. Et des corrélations qui sont quand même assez faibles. Donc on avait mis beaucoup d'énergie, on avait mis beaucoup de choses et tout. On s'était dit, allez, on va... Moi, j'avais dit, chez Monsieur Vital, on fait que de l'avant antérieur. Je vais montrer que c'est l'avant antérieur qui est la meilleure. En fait, non. Il n'y a pas de différence montrée significative entre les deux. Alors, Ronan, j'en suis où dans le temps? On est un peu sur la fin. Il me reste quoi, 2 minutes? Oui. Alors, on peut faire juste peut-être 2 cas, si vous voulez. Ça, c'est un homme qui est sans domicile fixe à Périgueux. C'est très rare, les SDF à Périgueux. C'est pas le même boyer qu'ici, mais il est très vulnérable. Il vient, bon, il est très très gêné, bien sûr, et il vient avec ça. Alors, d'habitude, bon, effectivement, je leur fais en plus les dynamiques ainsi que le scanner. Mais là, on a que l'IRM. Alors, qui fait quoi? Antérieur seulement? Postérieur seulement? Qui se mouille pas? Postérieur instrumenté? Ah, ça ne veut pas se mouiller, hein. Le scanner ne montre pas d'ossification du ligament vertébral postérieur, c'est mou. Hein. Il est compliqué ce dossier parce qu'effectivement, c'est une sténose qui est haute, quoi. Et on se dit, bon, franchement, comment je vais pouvoir l'aborder? Si je fais une corpo C3, c'est quand même super délabrant parce qu'il va falloir que je fixe C2, C4. Bon, même si on sait que le maximum de mouvement au niveau du crâne, il se situe entre la base C1 et C2. Bon, il y a quand même quelque chose. En plus, moi, je ne l'ai pas trop instrumenté parce que, comme il est super vulnérable et qu'il fait n'importe quoi, je me suis dit, oh là là, s'il m'arrache les trucs et tout, ça, je peux en faire. Donc, j'ai opté pour une décompression postérieure seule. J'ai enlevé l'arc postérieur. Donc, j'ai fait C3 et une petite partie de C4. Là, on a 2. Et en fait, là, ici, ouais, on peut se dire ici, là, il y a un petit truc. Mais bon, et là, en plus, il a fait un joli œdème. Enfin, il a déjà au départ, mais bizarrement, il allait super bien, il était cicatrisé et tout, il est très content. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc ça, c'était post-op immédiat. Ça, c'était 1 an et 2 ans. Donc en fait, bien sûr, hein, il s'est dégradé sur le plan de l'alignement cervical à 1 an et à 2 ans. Il s'est plutôt stabilisé à 2 ans, sans réels symptômes. C'est-à-dire qu'il est comme ça, mais il va bien. Et je terminerai là-dessus. Ça m'a rappelé justement le papier de Pierre Guigui qui décrivait justement ces 6 fausses post-laminectomies
et qu'au final, généralement, elles n'étaient pas vraiment corrélées à de très très mauvais résultats. Donc bon, c'est une option qui peut être défendue dans ce genre de dossier. Je vous remercie. Bien sûr. D'abord, c'est la première fois que je vois Pierre Guiguier sourire. Je vais faire une photo parce que ça, j'ai jamais eu. Mon interne, je pense qu'il avait dû sourire à Cochin en 1981, mais pas. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Pardon. Elle est sur Internet, c'est la pub. Tu as insisté sur l'évolution. Ouais. Il y avait eu un travail de Canada qui était un travail de niveau 1 il y a très longtemps, en disant qu'effectivement, la réadaptation fonctionnelle, etc., sur les formes justement mineures, les MALD, classées en 12 sur le plan de la classification, eh ben, on pouvait attendre. Et puis après, il a refait un papier en disant non, il ne fallait pas attendre. Et Michael Feeling dit maintenant qu'il faut les opérer tôt. Alors moi, ma question est, quand faut-il les opérer? Ça, c'est pour les jeunes, parce que tu vois des gars qui ont juste une petite gêne, ils n'ont pas encore de nécrose médulaire, ils ont la sténose, ils n'ont pas de syndrome pyramidal, ils ont un syndrome plutôt périphérique que central, donc on dit oh, on va attendre, et finalement 2 ans, 3 ans plus tard, ils sont franchement pas bien. Alors ma question, à vous les vieux aussi, qu'est-ce que vous faites? Il faut les suivre. Moi, je pense qu'il ne faut pas... C'est vrai que Michael Phelps, il est de plus en plus agressif, que ce soit sur les formes progressives ou même sur les Kahn-Schneider aussi. Il dit qu'il faut les opérer dans les 6 heures. Mais non, le truc, c'est que en fait, c'est différent aussi suivant les lieux d'exercice. Moi, j'exerce à Périgueux, j'ai pignon sur rue. Les malades, ils me voient au marché tous les dimanches. S'ils ont le moindre problème, ils viennent me voir. Ils ont un rendez-vous, je les remets à 2 mois, à 6 mois, puis tous les ans. Et s'ils ont le moindre problème, ils viennent au cabinet. Donc c'est vrai que j'ai plutôt tendance à pas y aller d'emblée. Aussi, pourquoi? Parce que j'ai pas vu de grosses formes flambées comme ça à partir d'une forme modérée, quoi. Oui, mais je pense que c'est pas si simple que ça en fait, parce qu'on sait que l'évolution, elle est un petit peu, elle n'est pas linéaire. Et c'est ça qui est un peu compliqué dans cette maladie, c'est qu'en fait, les malades peuvent être aggravés, évoluer en plateau pendant très longtemps et brusquement s'aggraver. Ouais. Mais ce moment d'aggravation, on n'arrive pas trop à le prédire. Non, impossible. Et je pense que c'est ça qui est un peu fourbe dans cette pathologie. Bah, nous, on rejoint un peu les deux groupes, quoi. On les surveille pas mal, on les revoit tous les ans. Et dès qu'il y a une aggravation, soit électrique, parce qu'on les revoit avec des potentiels, soit IRM, et bien sûr associé à la clinique, hein, on leur propose de la chirurgie. Ceux également qui ont une compression importante et qui sont des personnes assez actives avec un risque de traumatisme, on les incite assez à faire la chirurgie. Après, là, récemment, on a travaillé parce qu'on est en train de faire un EMC dessus. Et en fait, ce qui ressort dans la littérature, mais c'est un peu la même chose que pour la sténose, c'est plus on les opère tôt, s'il n'y a pas de problème chirurgical, et mieux ils vont, en fait. Mais ça, c'est du bon sens, quoi. C'est ce que dit Michael Feeling. Hein. C'est ce que dit Feeling, ouais. Alors moi, j'ai une deuxième question à vous poser, et que m'avait posé Pascal Mousselard. Faut-il corriger la déformation associée? Quand ils vieillissent, ils sont souvent en petite syphose. Et est-ce que il y a une corrélation entre, comme tu l'as dit, comme on le voit sur le truc de Hammes, c'est-à-dire que la syphose, effectivement, amincit la moelle. Est-ce qu'il faut corriger la déformation de façon systématique? Et on fait des duellos régulièrement à la cervicale Spa Société. Et donc, moi, je vous laisse la parole. Hein. Je ne réponds pas. Bah, en fait, en cervical, c'est moins vrai qu'en thoracolombaire. C'est-à-dire que les coefficients de corrélation entre les paramètres sagittaux et les scores de qualité de vie, ils sont quand même beaucoup moins flagrants en cervical qu'en thoracolombaire. Moi, j'ai ça dans la tête. Parce que cervical, au final, c'est quand même la tige d'adaptation finale, quoi. Elles dépendent du thoracolombaire, elles dépendent aussi de tout ce qui est sensoriel, quoi. Donc, je ne pense pas qu'il faille vraiment arriver à un C2, C7 SVA à 14 en se disant ah, c'est bon, il va aller super bien. Je crois que c'est vrai que c'est ce qui. En dehors de déséquilibre sagittal avec le SVA, il y a une corrélation avec la qualité de vie, avec le SVA, mais en revanche, le calcul de la lordose ne joue pas un rôle majeur dans le résultat. Hein. Non. Dans l'article, maintenant, je vous laisse la parole à vous, M. Popper. Hein. Non, je crois que c'est un débat un petit peu pareil. Il faut faire attention un petit peu
antérieure et postérieure. Après, il y a l'aminoplastie et l'aminectomie, et puis l'aminectomie avec et sans instrumentation. Donc, il y a quand même un certain nombre de nuances. Et après, je pense qu'il y a une nuance qui n'est pas trop écrite et décrite, c'est le nombre de niveaux et quel niveau. C'est pas la même chose si on fait une laminectomie de C7 ou si on la fait en plein milieu de la lordose cervicale. Je crois qu'on s'expose à des risques de détérioration, enfin en syphose ou alors d'augmentation entre la SVA, C2 et C7 qui sont beaucoup plus importants. Il y a un truc qu'on regarde en préopératoire, c'est est-ce que les gens sont déjà en syphose et quel est l'alignement en dessous, c'est-à-dire thoracique supérieur et comme tu le disais très bien, enfin ce socle, le T1 slope ou thoracic inlet angle. Ouais. Je pense que ça, il faut le regarder. Nous, on fixe pas, c'est un peu relou avec le micro. On fixe pas systématiquement, mais effectivement, on regarde beaucoup l'alignement pré-op et les patients en syphose, on va faire des fixations. On regarde aussi sur les dynamiques s'il y a des spondylos mobiles. Et s'il y a une mobilité, pas juste un glissement, mais une mobilité sur les dynamiques, on va fixer aussi. Après, en post-op, des fois, ils sont parfaitement ou globalement bien alignés et ils partent quand même en avant, ils ont le cou qui s'élargit, et là, ils sont vraiment hyper mal, quoi. Mais on ne l'avait pas prédit avant, malheureusement. Nous, on fixe exceptionnellement, honnêtement, à part les spondylolisthésies très mobiles. Et on s'attache à être le moins invasif possible, à privilégier la laminoplastie autant que possible. En fait, il y a quand même, enfin, je ne sais pas, Yann il nous en parlera sans doute, mais il y a quand même une grande variabilité dans l'équilibre sagittal et dans les formes de courbure au niveau du rachis cervical. Et c'est vrai qu'après les chirurgies, ils peuvent un peu varier le type de courbure. On peut avoir des patients lordotiques qui vont avoir un rachis cervical très droit en post-opératoire. On les revoit un an après, ils ont encore un équilibre un peu différent. Donc il y a vraiment ce problème auquel on est confronté parfois, mais en tout cas pas si souvent dans notre expérience, de propulsion du rachis cervical au niveau de la charnière cervico-thoracique. Mais l'équilibre en lui-même et l'harmonie de l'équilibre du rachis cervical, on en tient assez peu compte, à l'exception des spondylolisthésies très mobiles, comme l'a dit Emmanuel. Je voudrais faire un petit aparté. Parfois, on a peur d'aggraver le patient quand on passe par devant, parce qu'il n'y a vraiment pas de place et que quand tu vas passer ta Carison, des fois, tu as peur de faire vraiment de l'aggraver. Il m'arrive parfois de faire un temps postérieur non instrumenté, voir comment ça se passe et refaire l'IRM à distance. Et à ce moment-là, aller fixer 1, 2 ou 3 niveaux en fonction de là où il reste de la sténose. Voilà. Ça, cette attitude, j'avais apprise ici justement au KB, et puis je la fais de temps en temps parce que, encore plus chez nous en privé, quand tu aggraves quelqu'un par devant, t'es pas fin, quoi. Merci, Ahmed. Oui. Est-ce que vous changez votre stratégie thérapeutique en fonction de l'âge? C'est-à-dire, si vous avez ce même cas-là que vous avez présenté avec radiologiquement la myélopathie et tout, chez un patient qui a 40 ans ou chez un patient qui a 70 ans, vous changez l'abord en fonction de l'âge? Ouais. Je pense que là, il n'est pas forcément... Il est jeune, hein, mais il est juste super précaire, quoi. Et c'est vrai que je m'étais posé la question de savoir... Si c'est vraiment un malade sportif qui est plutôt bien et tout, est-ce que je vais pas juste faire une transiscale 3-4 quoi? Je m'étais demandé ça, hein, je m'étais posé cette question-là. Le truc c'est que je vais plutôt privilégier la voie postérieure, la laminectomie chez le sujet âgé ou très fragile, et la voie antérieure chez le sujet jeune. Salut Étienne. Ouais, je voulais juste faire mon petit laïus. Écoutez bien, c'est important ça. Petit laïus de médecin légiste, comme d'habitude. C'est mon conseil juridique. N'oubliez pas de mettre toutes ces options dans votre compte rendu de consultation, de dire pourquoi vous en choisissez une plutôt que l'autre, de dire que potentiellement il faudra peut-être faire une deuxième option derrière la première, parce que quand on se retrouve en expertise, c'est plus facile à gérer pour vous défendre. Juste pour te dire une chose, c'est que moi j'avais perdu un duello contre Ronan Bartel.
Moi, je disais qu'il fallait, même les rachis instables, les instrumenter. Ronald Bartel avait fait une étude, notamment rétrospective de la littérature, qui montrait que les laminectomies, même si elles laissaient des syphoses à terme, comme tu as montré, il n'y avait pas de conséquences dans le suivi. Et c'était à la Cervicasma Société, donc on faisait des duellos. Moi, je défendais quand même l'instrumentation rachidienne, notamment quand il y avait instabilité ou déformation. Lui dit non, on peut faire des laminectomies à l'appel. Bon, il est neurochir, pardonnez-moi les gars. Et il avait gagné en disant que non, on n'avait pas de preuve de la littérature que c'était pas bien ces syphoses post-chirurgicales. Sauf la tête qui tombe, on entend bien la drop head. Le reste, pas de preuve. Comme disait Pierre Guilly. Merci. Merci Vincent. On va enchaîner avec la deuxième présentation, les principales techniques de correction des déformations cervicales rigides avec Emmanuel Ferrero. Alors bonjour à tous, donc moi je vais vous faire une petite présentation sur la correction des déformations cervicales rigides, qui est une pathologie et des patients souvent difficiles à prendre en charge, devant lesquels on ne sait pas toujours par où commencer. Donc voici mes conflits d'intérêts. Alors les objectifs de ce topo, ça ne va pas être de vous tenir la technique clé, hein, parce que je crois qu'elle n'existe pas, mais ça va être de vous faire réfléchir à comment planifier la chirurgie, connaître bien les différentes options, et surtout les complications pour les éviter. Donc voici le plan, le planning, les différentes techniques, les outils divers dont on peut se munir et 2-3 cas cliniques. Alors, pourquoi s'intéresser à la déformation cervicale ou cervicothoracique ? Parce que ça gêne les patients, ça fait des douleurs, ça gêne à la vision et de regarder que ses chaussures, c'est compliqué dans la vie de tous les jours. Ça gêne aussi pour déglutir, ça gêne pour les hommes au rasage. Et puis dans la rue, ce n'est pas très esthétique, on a le regard des autres sur nous. Et donc tout ça, c'est différents éléments qui entraînent une gêne fonctionnelle importante pour le patient, qui vont l'amener à consulter. Donc la syphose est particulièrement ennuyeuse dans ces cas-là. Alors, on en a un petit peu parlé avec Vincent, donc il y a 7 vertèbres cervicales, mais donc pas pour tout le monde. Il y a 2/3 en gros de la population qui va être en lordose. Il y a une partie de la population qui va être en syphose, une partie qui va être droite, et une partie qui va être en sinusoïde. Donc il n'y a pas de vraies règles d'alignement. Quand vous avez des cas de déformation cervicale ou cervicothoracique, bien sûr, vous allez regarder le rachis cervical, mais il ne faut pas regarder que ça, il faut regarder votre patient dans sa globalité et même le corps entier pour voir comment il se tient, comment il compense. Et puis bien sûr, quel est son mode de vie à côté ? Est-ce qu'il est très déprimé ? Est-ce qu'il a d'autres soucis dans sa vie qui peuvent faire varier votre proposition thérapeutique ou du moins votre délai de prise en charge. Donc il y a des interactions, comme l'a dit Vincent, avec le rachis cervical, le rachis thoracique et le rachis lombaire. Le rachis cervical, il y a plusieurs études qui ont montré que c'était globalement le dernier élément de compensation de l'homme quand il est encore mobile. Une déformation cervicale, ça va engendrer des lombalgies, puisque le patient il va essayer de corriger cette syphose cervicale en changeant son alignement thoracique ou lombaire. Mais une déformation lombaire, elle va aussi engendrer des cervicalgies parce que le patient il va changer sa position en essayant de se mettre par exemple en hyperextension, comme sur le dernier cas, pour essayer de voir l'horizon de nouveau. Alors donc les paramètres de l'alignement, il y a des corrélations au score clinique, je ne reviens pas dessus. Donc quand on prend en charge les déformations cervicales, le problème c'est qu'il y a plein de complications qui peuvent survenir. Déjà liées à la position de votre patient, les erreurs de niveau, le saignement très abondant, les brèches, les troubles neuraux, les problèmes d'implant, les lésions vasculaires. Donc pour les éviter, chaque étape est importante dans votre chirurgie. Alors, un petit cas, 49 ans, une spondylarthrite ankylosante. Qu'est-ce que vous lui faites ? Donc là, il est debout. Donc il arrive en consultation, jambes fléchies, enfin genou fléchi, hyperextension de hanche. Il ne peut pas bouger la tête, quoi. Il a une toute petite mobilité C0, C1, mais à peine. Est-ce que du coup la déformation cervicale est réductible ou elle est fixe ? Elle est fixe. Il est fusionné complètement jusqu'en bas ? Alors, en cervical, il est fixe, mais il n'y a pas d'énormes points de fusion. Par contre, tout le secteur thoracolombaire est figé, ouais, à part le disque L5-S1 globalement. Et donc ça gêne, c'est le fait de ne pas avoir le regard horizontal. Ah oui, oui, mais même assis en consulte, il est obligé de se mettre tout au fond de son siège pour pouvoir vous voir un peu comme ça, quoi. C'est BVA max. Ouais.
Donc ça, c'est un cas un peu difficile. Alors, globalement, bon, il est mal aligné au niveau du cervical, au niveau du cervico-thoracique. Le thoracique, on peut se dire, à la rigueur, ça va peut-être à peu près, il a une petite syphose. Le lombaire, il est aussi en syphose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une OTP de T2, bon, ça n'a pas l'air suffisant. Puis les OTP de T2, la correction, elle est parfois difficile à obtenir, même si vous réséquez beaucoup. Une OTP de T2 plus de L4, ça fait un alignement un peu bizarre, puis c'est lourd pour le patient. Juste des ostéotomies cervicales, bon, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas un alignement optimal. Ou du cervical plus du lombaire. Donc il y a plein d'options, il faut les connaître, il faut y réfléchir. Alors le planning préopératoire. Ouais. Si je peux me permettre, du coup, pourquoi T2 et pas au niveau de l'apex, par exemple T4 ou T5? Alors tu vas me dire, il y a des éléments vasculaires à l'approche de la horte, mais ça permet, si on fait une OTP un peu plus élargie, une petite VCR. Oui, alors c'est pour faire l'exemple comme ça, mais je l'avais aussi simulé sur T4 et non, il n'y a pas du tout d'éléments de choix de T2 par rapport à T4. C'était pour simuler un thoracique haut. Donc le planning. Alors, donc la déformation cervicale, ça c'est le patient, ce fameux patient au bloc. Donc vous voyez qu'il est franchement raide, hein, même endormi. Donc votre planning pré-op, il est obligatoire. Quelle correction? Comment vous allez corriger? Une ostéotomie, pas d'ostéotomie, par devant, par derrière, jusqu'où vous allez le fusionner? Donc il y a différents logiciels pour planifier, il faut que vous réfléchissiez à votre alignement. Le bilan préopératoire, donc il y a les radios, hein, vous pouvez faire un EOS ou un télérachis pour voir comment il est. Et surtout vos clichés de réduction pour voir si votre patient il est réductible et s'il y a des zones d'instabilité qui existent ou adjacentes à la zone de déformation. Vous voyez, ça c'est un autre cas, une dame qui avait été fusionnée avec au-dessus un secteur cervical très très rigide sur les photos de droite. Vous faites bien sûr aussi un scanner, vous recherchez des zones de fusion, s'il n'y a pas des anomalies. Quelles zones vous pouvez instrumenter? Parfois il y a des zones où ce n'est pas instrumentable. Est-ce qu'il y a des zones déjà opérées? Vous repérez bien vos zones de laminectomie, les zones de fusion où vous allez positionner vos implants. Et puis l'IRM pour rechercher s'il y a une compression médulaire. Une myélopathie qui existe déjà, des zones de sténose, et puis éventuellement la qualité de vos disques aux extrémités du montage. Bien sûr, l'anatomie, il faut y penser dans ces chirurgies de déformation cervicale. Vous avez l'artère vertébrale, vous avez la carotide interne, suivant l'extension de votre chirurgie. Vous avez bien sûr la moelle, il ne faut pas l'oublier. Et puis surtout, il y a des variations anatomiques. Donc je vous conseille vivement sur toutes vos déformations cervicales de faire des scanners injectés pour regarder la position notamment de la vertébrale. Donc là, c'était un autre cas. C'est un monsieur qui avait une déformation suite à un traumatisme dans l'enfance. L'histoire n'était pas très claire. Toujours utile qu'il avait une importante déformation cervicale. Et donc, vous voyez, le scanner injecté chez lui, il est indispensable, mais on reverra ce dossier tout à l'heure. Bien connaître votre anatomie pour votre voie d'abord, donc les axes vasculaires, le nerf récurrent, l'œsophage, connaître les complications inhérentes à la voie d'abord, un œdème trachéal, une dysphagie par exemple pour les voies antérieures. Et puis, après, une fois que vous avez réfléchi à tout ça, il faut réfléchir à la position de votre patient quand vous allez faire votre chirurgie. Si vous faites une chirurgie par voie postérieure, il faut faire bien attention à la lésion oculaire, à l'étirement des plexus. Il faut penser aussi à une position pour éviter le saignement, parce que la chirurgie elle va être assez longue en déformation cervicale. Donc, bien sûr, vous essayez tant que faire se peut de libérer l'abdomen. Et puis, vous pouvez faire une position de Trendelenburg inversée pour lever un peu la tête et avoir moins de saignement sur votre site opératoire. La traction sur les bras pour avoir une visibilité pair-up sur votre radio. Faites un cliché avant de commencer pour voir jusqu'où vous voyez votre rachis. Il y a des patients qui vont avoir le cou très court où il faut faire une traction sur les bras quand même important. Alors, vous pouvez utiliser de l'élasto, des piquets de toupet, mettre des gouttières, mais en tout cas, faites un cliché, repérez-vous avant d'y aller. Donc la tétière, elle est très utile. Elle est très utile à la fois pour avoir un bon accès au site opératoire, une bonne position de votre patient, puis parfois ça vous aide un petit peu déjà pour obtenir une position de réduction. Vous voyez, ça c'est un patient qui a une importante syphose, c'est des patients qui sont un peu difficiles à installer. Il faut bien se mettre avant d'inciser. Alors voilà un petit peu pour la position. Donc maintenant, on va voir les techniques chirurgicales. Une question, ouais. Petit aparté encore, est-ce que par hasard vous avez l'expérience, comme c'est des patients âgés, des déchirures de quoi sur les vastos? Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Alors, non, on n'a pas eu de- Je posais la question des déchirures de coiffe ou des douleurs d'épaule post-traction cervicale. Post-traction. Post-traction des épaules, Ouais, pardon. ouais, oui. Post-traction, non, moi j'en ai pas vu. En revanche, ce que tu peux avoir, c'est des douleurs sur les épaules suite à la libération de C5 et au recul de ta moelle. Mais on n'a pas identifié de lésions de la coiffe ou des choses comme ça en post-opératoire, en dehors de ces étirements de C5. J'ai vu Pascal Bousselard, ils ont eu quand même un peu brachiale. Ouais. Bah, c'est une des complications. Ils ne mettaient pas d'élasto, ils mettaient des tractions qui tiraient, un peu comme au commencement de l'orthopédie, ils ont eu un peu brachiale. Bon, c'est pas très sympa de dire ça dans le dos de Hugues, mais oui, donc l'élasto, c'est pas trop mal par rapport à une traction énorme. En tout cas, effectivement, il faut y penser. Donc, les techniques. Donc, on a vu, il faut réfléchir à votre réductibilité. Vous voyez la position clinique de votre patient en consulte, les clichés dynamiques, les zones de fusion au scanner. Donc, il y a plusieurs études qui ont été faites, plusieurs algorithmes qui ont été proposés. En cas de déformation raide, on va tenter de faire une ostéotomie, mais laquelle? Et puis, combien de temps vous faites? Un temps antérieur, puis un temps postérieur, puis de nouveau par devant, ou derrière, devant, derrière? Tout ça, ça se réfléchit. Il y a plusieurs options possibles. Il faut savoir laquelle vous choisissez et pourquoi vous la choisissez. Donc, il y a plusieurs grades d'ostéotomie cervicale qui ont été décrits, avec bien sûr une correction de plus en plus importante en fonction de la résection osseuse, mais aussi la complexité de la chirurgie et les risques sont croissants. Alors, le grade 1, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet de la correction, c'est soit par voie antérieure quand on fait une discectomie et une résection des incus, ou soit par voie postérieure, la résection des articulaires inférieurs. Le grade 2 qui est proposé, c'est la laminoarthrectomie complète, qui équivaut un peu à un Smith-Peterson. Et en gros, si vous n'avez pas d'ankylose antérieure, ça vous fait une mobilisation de 10 degrés environ par la résection de vos deux articulations. Le grade 3, c'est par voie antérieure la corporectomie cervicale. Vous pouvez faire plusieurs vertèbres. Ça vous fait gagner 10 à 30 degrés, mais ça encore, si vous faites que par devant, ça implique que vous n'ayez pas de fusion postérieure. Et il est recommandé dans la littérature, si vous faites plus de 3 vertèbres en déformation par voie antérieure, d'y associer quand même une fusion postérieure pour assurer une bonne stabilité de votre montage. Le grade 4, c'est une résection oncovertébrale complète par voie antérieure, et ça vous fait gagner jusqu'à 50 degrés. Ça nécessite un abord latéral très large, donc il faut faire attention à vos chaînes sympathiques. C'est une chirurgie que moi, personnellement, je n'ai jamais faite, mais vous avez un accès aussi à l'artère vertébrale et aux racines par devant, donc il faut faire très attention, il faut savoir qu'elle est là, il faut penser à la protéger. Et puis, vous pouvez même, par cette voie, aller jusqu'à votre articulaire postérieur. Donc c'est vraiment une chirurgie très large. Le grade 5, c'est les ouvertures antérieures. C'est un peu délaissé parce que ça fait un étirement médulaire important. Et le grade 6, c'est un peu comme une OTP, d'accord, mais ce n'est pas réalisable très facilement sur le cervical supérieur ou moyen. C'est plutôt à partir de C7 ou le secteur thoracique. Ce qu'il est recommandé pour cette technique d'ostéotomie postérieure, c'est tout d'abord de poser vos tiges en cranial et puis d'avoir un aide qui vient vous mobiliser la tétière pour permettre la fermeture en insérant vos tiges après en distal et en verrouillant votre montage ainsi. Et le grade 7, c'est la résection vertébrale complète, donc des éléments antérieurs et postérieurs en 2 ou 3 temps de ce fait. Donc globalement, si vous avez une déformation, il faut réfléchir, est-ce que c'est souple? Si c'est souple, on peut faire discectomie, corporectomie ou arthrectomie postérieure. Et puis une arthrodèse circonférentielle en fonction de l'étendue de votre résection et de votre correction pour augmenter la fusion. Si c'est rigide, ça se complique un peu. Non ankylosé, vous pouvez faire une libération et une fusion antérieure. Et puis toujours la fusion circonférentielle. Si c'est ankylosé, en antérieur, il faut faire votre résection par devant. Si c'est ankylosé en postérieur, il faut faire votre résection et votre correction par derrière. Et puis si c'est partout, souvent il faut aller des deux côtés. Donc ça, c'est tiré d'un article de Albert, d'une publication dans la SRS. Alors, une fois que vous avez réfléchi à votre stratégie, vous avez bien en tête par où vous allez passer, par où vous allez commencer. Après, il y a votre instrumentation. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que vous connaissez.
En occipito-cervical, c'est des tiges et des plaques. Le point important de l'occipito-cervical, c'est de penser à la position du regard. Donc il y a un angle qui est assez utile pour ça, c'est l'angle C0, C2. Il faut que ce soit entre 0 et 30 degrés pour que vos patients ils soient bien au niveau de son regard. Donc c'est la ligne de MacGregor entre le palais dur et l'occiput, donc entre A et B, et le plateau inférieur de C2. Vous pouvez mesurer ça sur votre scopie en pré-op ou à la fin de l'intervention quand vous avez fait votre correction. Donc C1, il faut faire attention, il y a les nerfs C2, le nerf d'Arnold, le plexus veineux, l'artère vertébrale quand vous vissez vos masses latérales. Le scan pré-op, on l'a vu, c'est très important pour repérer si vous n'avez pas de variété anatomique, si c'est bien vissable vos masses latérales. C2, vous pouvez visser les isthmes ou les pédicules. Pareil, faire attention aux éléments vasculaires et nerveux. Après, il y a aussi le lassage et les crochets, je vous l'ai mis comme ça, mais donc, pour une déformation, c'est difficilement utilisable. Et puis ça peut se démonter, mais ce n'est pas assez rigide pour corriger une déformation, ces types d'instrumentation. Et puis, si vous pouvez faire des fusions en utilisant une synthèse de type ARMS, en vissant les masses latérales et les pédicules de C2. Donc, pour ça, vous pouvez aussi les naviguer maintenant avec l'OARM. Il y a des petits tricks si vous naviguez votre ARMS. Il faut bien sûr poser votre référentiel sur la tétière. Il faut mettre de l'eau quand vous faites votre acquisition, mais surtout, il faut faire votre acquisition une fois que vous avez mis votre écarteur. Puisque le rachis cervical, il peut beaucoup bouger juste avec vos écarteurs en étirant les muscles, et du coup, ça peut fausser votre acquisition après quand vous naviguez. Donc, ce qui est recommandé, c'est de faire votre acquisition avec les écarteurs en place. Et pour ne pas trop bouger cette zone-là, qui peut parfois être un peu mobile, c'est de fraiser votre point d'entrée pour ne pas avoir poussé comme une brute sur votre rachis cervical quand vous insérez vos implants. Donc ça, c'est le référentiel. Et puis ça, après, c'est la position pour visser. Voilà, donc ça, c'est le montage. Donc le cervical inférieur, vous savez mettre les vis. C'est la technique de Magirl. Toujours penser aux éléments que vous pouvez léser. Orientation, 30 degrés latéral, position crânienne. C7, c'est parfois plus difficile. Souvent, vous avez une extension en C7 quand vous avez des déformations cervicales ou cervico-thoraciques. Donc C7, vous pouvez parfois faire une instrumentation pédiculaire comme en thoracique. Et puis, ce qu'il faut penser quand vous faites des déformations, notamment de la jonction cervico-thoracique, il ne faut pas y aller à fond en mettant des vis partout. Il faut penser que vous allez utiliser souvent deux types de tiges. Une tige thoracique et une tige cervicale. Donc, il faut penser à la place du connecteur entre les deux tiges. Vous voyez, là, c'est le connecteur entre la tige cervicale et la tige lombaire. Voilà un autre exemple avec une fusion en 3 temps. Alors, un autre petit point, ça, c'est une dame qui avait une compression de C1. C'est un petit peu en dehors de la déformation, mais c'est pour vous montrer l'exemple. Une dame assez âgée. Et ce qui s'est passé, c'est que vous voyez, elle est en train de démonter ses vis occipitales. Et puis, elle a dégradé aussi le secteur sous-jacent. Donc, quand on l'a reprise, on a prolongé la fusion un peu plus bas sur son rachis cervical. Alors qu'au début, la chirurgie, elle était plutôt bien positionnée, elle n'avait pas trop de problèmes, mais il y a eu un problème de fusion. Et ce qui s'est passé, en fait, chez cette dame, j'ai oublié de la greffer. C'était une de mes premières patientes de chef. Et j'étais tellement contente de ma position occipito-cervicale. J'ai mis mes tiges, ça s'est bien passé, la position de la tête était pas mal. Je suis partie, j'ai fermé, j'ai pas mis de greffe. Donc, elle s'est démontée. Et ce qui s'en est suivi, c'est qu'on a prolongé le montage vers le haut, puis vers le bas. Mais vers le bas, ça ne s'est jamais arrêté. Et finalement, elle est comme ça, et nous, on s'est arrêté là parce qu'elle n'est pas si mal. Donc, pensez à la greffe. Vous pouvez prendre la crête iliaque, vous pouvez décortiquer vos arcs postérieurs, à la fraise, à la gousse, ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas la greffe sur la jonction occipito-cervicale. Donc, les autres complications, en dehors de la pseudarthrose, c'est l'artère vertébrale. Donc, je vous ai dit, connaître l'anatomie, connaître vos gestes d'ostéotomie ou de synthèse qui vont être plus à risque, visualiser sur votre scanner injecté. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans ces chirurgies? On peut utiliser le neuromonitoring pour des séquences cervicales. Donc, s'il y a des soucis, ça, vous savez, on retire l'implant, on diminue la correction, on visualise s'il y a une normalisation, etc. Il y a des outils qui peuvent s'utiliser sans neurophysiologiste. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on essaye de faire maintenant. Vous pouvez naviguer, on en a parlé, bien penser à la position de votre tétière, bien penser à mettre les écarteurs. Vous pouvez aussi naviguer les ostéotomies maintenant. Si vous pouvez naviguer, alors les ciseaux en cervical, c'est pas très utilisé, en thoracique un peu plus, en cervico-thoracique pourquoi pas. Vous pouvez naviguer aussi le sonopète ou les ciseaux à ultrasons si vous voulez.
Donc ça, c'est des outils qui peuvent être utiles, surtout sur les zones de déformation où on ne sait pas trop où on est. Puis vous avez donc le ciseau à ultrasons qui vous évite de taper, le cell saver, bien sûr, le moteur, la fraise et tout ça. Il faut bien penser à tout ce que vous voulez avant d'y aller pour partir avec tout ce qu'il vous faut dès le début, pour ne pas avoir sans arrêt à penser à autre chose que vous n'avez pas en salle et à faire partir votre infirmière. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie. Après, j'ai 2-3 petits cas cliniques, si j'ai encore un peu de temps. Moi, j'ai une question à te poser. J'ai fait beaucoup de spondylarthrose ankylosante du fait de Cochin à cause de M. Amor et de M. Maquès. Et mon grand problème, quand je corrigeais les déformations par ouverture, moi je faisais des ouvertures, hein, je ne savais pas si je n'étais pas en overcorrection sur le rachis cervical et cervicothoracique des spondylarthrites ankylosantes où tout était en raidie, et que si effectivement je corrigeais trop, il perdait non pas, il avait une hypercorrection, il voyait plus ses pieds, il pouvait plus manger, il pouvait plus rien faire. Et ça, c'était ma terreur. Alors moi, je voulais savoir comment toi tu réglais ça en cours d'intervention. Eh bien, alors, c'est difficile à régler. Alors maintenant, on a les outils de planification pré-op qui étaient peut-être moins diffusés à cette époque-là parce qu'on en voit moins maintenant des spondylarthrites historiques comme celle que je vous ai montrée au début. Hein, c'est hyper rare, surtout chez quelqu'un de 40 ans. Donc déjà, planifier en pré-op en fonction de la raideur du reste du rachis, c'est la première chose à faire parce que, vous voyez, moi, mon patient, là, il est ankylosé jusqu'en L5. Donc globalement, je sais que je ne vais pas avoir d'éléments de compensation. Donc il faut calculer combien on résecte sur ton logiciel ou sur ce que tu veux. Et puis après, en pré-op, c'est ça qui est difficile parce que c'est un peu à l'œil avec la scopie. Alors, des fois, mais pas toujours, moi ce que je fais, c'est grâce à l'appli AJCR, je prends en photo et je mesure le COP de la correction. Mais c'est vraiment quand je suis très motivée. Sinon, c'est au pifomètre. D'accord, merci. Bravo. Ouais, c'est... Et toi, comment vous faites chez vous? J'avoue que j'ai rarement fait des corrections de spondylarthrite ankylosante au niveau cervical. Je n'ai pas souvenir de dossier, des rachis très raides, ankylosés sans que ce soit une vraie SPA. Ça m'est arrivé de faire des cas avec des cages cervicales étagées par voie antérieure. Voilà, en essayant de gagner en général le maximum et d'arriver à un compromis qui n'est pas optimal. Mais des vraies ostéotomies par voie antérieure avec les difficultés d'approximation du réglage de la correction, j'ai pas souvenir d'en avoir fait. Ceci dit, c'est la même chose en lombaire, quoi. On ne sait jamais trop ce qu'on a corrigé finalement. Hein. Oui, non, mais je voulais savoir si c'est moi j'étais un vieux machin ou si vous aviez des... Non, à part le truc pré-op et maintenant l'appli AJCR que j'utilise des fois. Moi. Non, tu n'es pas has-been, mais on a le Minitel avec l'application 3615 OTP. Non, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Tu peux faire de très belles planifications en péropératoire. Tu as toujours un moment, tu fais tout ce que tu peux. Et sur les OTP Aussi, lombaires et thoraciques, c'est un peu pareil. Après, il y a peut-être un truc qu'on peut augmenter, enfin, que j'aime bien utiliser, c'est l'ostéotomie en VY. C'est-à-dire, c'est une OTP un petit peu courte derrière, et puis en fait, je m'élargis autour du corps vertébral devant, c'est-à-dire on fait un abord un petit peu comme on le ferait dans les tumeurs, et on fait le trait d'ostéotomie jusque devant, ce qui permet d'avoir un centre de rotation un petit peu plus postérieur. Et ça ouvre un peu le rachis en antérieur et ça maximise la correction. Et surtout, on n'a pas trop l'effet ni d'allongement ni de raccourcissement de la moelle. Donc c'est un peu technique, il faut aller un petit peu large avec 2 valves malléables autour de la moelle devant, du corps vertébral devant, pardon. Mais je trouve que ça maximise quand même la correction. Et sur le dossier que tu as montré, j'aurais tendance à faire le calcul effectivement sur l'apex, juste en dessous. Avec ce type de correction, tu peux gagner quand même une 50aine de degrés, ce que tu n'arrives pas à faire avec une OTP classique. Oui, oui. Alors, donc revoilà ce cas d'ailleurs qui vient de Cochin. Donc, qu'est-ce que vous lui faites justement? Donc, Philippe, tu as proposé toi une ostéotomie au sommet thoracique. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se mouillent? Guillaume, tu ferais quoi? Je sais pas, moi je pense que... Il est tout raide, hein, donc... Oui, on a bien compris la problématique. C'est un cas un peu historique, hein, quand oui, même. Oui, hein, voilà. c'est un jeune qui n'a pas voulu se faire traiter. Puis, Et si vous avez décidé de l'opérer, c'est certainement qu'effectivement, c'est un patient qui potentiellement pourra supporter des chirurgies lourdes. Voilà. Donc, a priori, j'aurais tendance à proposer, dans un premier temps, la même chose que Yann, c'est-à-dire vraisemblablement une ostéotomie au sommet de la déformation thoracique supérieure, donc plutôt aux alentours de T4, là je vois pas exactement. Avec la technique que propose Yann, sans doute ça paraît
parce que le but, c'est de gagner le plus possible. Je ferai ça dans un premier temps et je verrai comment il est en post-op et à distance, parce que faire 2 ostéotomies d'emblée, je trouve que c'est trop difficile à gérer, trop dangereux. Enfin, Alors nous, c'est un truc qu'on a arrêté dans le service, donc c'est encore une fois très rare, hein, les cas comme ça, mais on fait plus de 2 ostéotomies en même temps sur le même patient. On laisse. Donc après, il faut voir un peu comment il va se rééquilibrer, comment il va supporter son nouvel équilibre, et ou s'en contenter ou pas, et discuter dans un deuxième temps un geste peut-être en lombaire si vraiment ça paraît complètement insuffisant. Alors moi, j'en ai opéré beaucoup parce que j'opérais même des malades qui arrivaient d'Afrique du Nord et qui étaient en position fœtale. Donc déjà, je ne sais pas comment tu les installes, mais inastallables. Espèce de machin, ils n'étaient même pas sur les appuis. Alors moi, je n'ai jamais fait d'ostéotomie thoracique. Je faisais d'abord une ostéotomie cervicale pour essayer de rendre le regard horizontal. Et ensuite, en fonction du résultat, je continuais, mais dans des temps aussi. Après, plusieurs temps, je reprenais en lombaire jusqu'à retrouver un équilibre à peu près, mais un équilibre spatial où le malade, avec quelques complications, hein, des compressions C8, des saignements non contrôlés, des brèches durmériennes dans les décollements bas, enfin... Voilà. Enfin, bon. Vincent, tu as une proposition, toi? Non, j'avoue qu'on ne fait pas ça à Périgueux. Baptiste, tu as quelque chose à proposer? Oui. Moi, non. J'aurais tendance à penser, moi, que... S'il vous plaît. Pardon. Non, qu'on pourrait... Enfin, je pense qu'une seule ostéotomie, je pense que ce sera insuffisant. Ouais, c'est ce que je vous ai montré au début. Voilà, en fait, si on se fie à tes différentes possibilités, on a l'impression que ce qui marchait le mieux, c'était de faire une ostéotomie thoracique associée à un temps antérieur cervical. Tu nous as dit qu'en cervical antérieur, il n'y avait pas de pont de fusion, qu'il y avait un petit peu... Donc je pense qu'on peut essayer, par vraiment des choses étagées cervicales, de gagner quelques degrés et y associer une ostéotomie thoracique supérieure, voilà, T3, T4, au sommet de la déformation, avec un montage vraiment cervico-thoracique. Et je pense que, je sais pas, j'épargnerais pour l'instant le lombaire, enfin, au début, en tout cas initialement. Après, la discussion, c'est comment on fait. Est-ce qu'on commence par le cervical antérieur? Est-ce qu'on fait le thoracique d'abord? Mais ça veut dire qu'il faut l'instrumenter en haut et qu'après, tu vas plus gagner par voie cervicale. Donc, je ne sais pas si c'est possible techniquement, honnêtement, mais peut-être que je commencerai par des dissectomies, enfin, voilà, des résections antérieures étagées pour essayer de gagner un maximum. Et après, de faire une voie postérieure avec une ostéotomie au sommet. En faisant un montage cervico-thoracique. Juste pour... Parfois, ils ont des escales. Oui, c'est ça la question. Est-ce que c'est possible de faire une voie cervicale antérieure? Ça, Non, là, il était bien au niveau cutané, trophilie de ça. Alors nous, on n'a pas choisi le cervical le thoracique sup aussi parce que ça paraît terrible comme ça, mais si on mesure, en fait, c'est pas une zone qui est très déformée. Ce qui est déformé, c'est à partir de T1, C7, etc. Son T1, T4, finalement, il n'est pas tant si fausse que ça. Alors, j'avance un tout petit peu pour vous donner la réponse. Donc nous, on a fait comme... Juste un ouais, point de détail, 3 secondes. C'est aussi les points d'ancrage. Oui. C'est-à-dire que parfois, il vaut mieux faire l'ostéotomie un chouille en dessous de l'apex en thoracique et avoir 2 ou 3 bonnes vis pédiculaires thoraciques plutôt qu'un ancrage un peu rodé. Avec des petites vis Mager. Tout à fait juste. Donc nous, on a pris l'option du circonférentiel en plusieurs temps. Donc on a commencé par faire une libération antérieure avec des cages sur tout le rachis cervical, puis des Smith-Peterson en thoracico où il n'était pas tout à fait fusionné en antérieur, et une fusion longue, puis une plaque antérieure par devant. Donc ça, c'est après le premier temps de cervical. Vous voyez qu'il était... C'est plutôt bien réduit. Il y a une petite complication laryngée, mais enfin, des nerfs. Hein. Voilà. Ensuite, on l'a repris par derrière. Et en fait, quand on l'a repris par derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une des cages, quand je suis retournée devant mettre la plage, qui était à moitié sortie. Ça, moi, ça m'était jamais arrivé, mais je pense que ça va arriver à certains. Donc moi, on en a mis une plus grosse qui tenait mieux, puis on a mis une bonne plaque devant. Voilà. Et donc, on a pris tous les jouets dont j'ai parlé tout à l'heure. Il a été très dysphagique, ce patient, après. Il a eu une sonde de nutrition pendant plusieurs mois, et puis une stomie. Et puis... pas fait d'ostéotomie? Non, finalement, on n'a fait que des petites résections osseuses. Que des Smiths. Que des Smiths par derrière, et tout d'abord les cages cervicales. Mais l'histoire n'est pas finie parce qu'il est quand même comme ça aujourd'hui.
Voilà, donc là, ça fait 6 mois, il n'avait pas voulu revenir, mais il vient de revenir en consulte et je vous raconterai la suite. Puisque si on regarde la dernière vertèbre d'ancrage, on n'est pas très confiant, mais elle n'a pas évolué en 6 mois, donc pour l'instant, tout va bien. Voilà un autre cas, là, c'est le cas que je vous avais... Enfin, je ne sais pas si vous voulez commenter un peu ce dossier-là. On a fait un petit peu le tour. L'ostéotomie en lombaire, t'es où? Oui, oui, il faut y aller. Le patient veut. Il y a un papier de Heiko Kohler qui montre toute cette ostéotomie, qui les classifie un petit peu pour savoir où il faut les faire, s'il faut faire une ou deux. Mais je pense que ce qui est souvent le cas, et c'est vrai aussi pour la partie lombaire, hein, souvent on ne s'en sort pas avec une seule ostéotomie. Et la question est de faire, comme tu dis, de les faire en 2 temps, parce qu'un geste est déjà très très lourd. Mais il faut vraiment réfléchir à souvent 2 niveaux différents. C'est assez rare qu'on arrive à s'en sortir avec une seule. Donc là, c'est l'autre cas de tout à l'heure, je finis rapidement. Donc un monsieur qui avait une grosse déformation donc cervicale, post-traumatique, pas très claire. Vous voyez sur la coupe de scan à droite, ça fait un espèce d'angle droit un peu sinusoïde. Sa vertébrale, c'est pareil, elle a un trajet qu'on ne peut pas vraiment mémoriser. Donc pendant la chirurgie, il y a eu une lésion de la vertébrale. Donc on a fermé le patient, envoyé en radio interventionnelle, embolisation percutanée. Vous voyez les petits coils à côté de la tige de gauche, là sur l'image radio du milieu. Puis après, on a continué l'intervention. Voilà d'autres cas avec des temps devant, derrière. Donc c'est long, il faut le dire aux patients, il faut bien l'expliquer, que ça ne va pas se faire en une fois. Donc en gros, pensez à planifier votre chirurgie, réfléchir à votre alignement, à ce qui gêne le patient, à l'anatomie que vous allez rencontrer, à quel type de correction vous allez faire. La position du patient, c'est hyper important. Ne partez pas sur un malade mal installé. Bien avoir la tête, bien avoir accès au site opératoire. Bien penser, si vous naviguez, à mettre vos écarteurs avant l'acquisition, fraiser pour ne pas trop pousser sur le rachis, faire la libération après, et puis connaître et anticiper les complications. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur... Tu peux nous raconter ce qui s'est passé sur l'artère vertébrale réellement au tenté J'y étais pas, c'était le cas d'un collègue. Je crois qu'il a fait... Il a essayé de tamponner, il n'a pas trouvé, il a fermé. Et puis ils sont partis à la radio très rapidement. Cédric Barra a montré exactement le même cas à la Cervical Spine Société. Il a appelé ça « my worst case », la même chose. Une espèce de cale avec des formations, repérage de la vertébrale et tout, etc. Et saignement majeur en cours d'intervention. La vertébrale, je ne sais pas où elle était incluse dans l'ostéotomie, et voilà. Malgré toutes les précautions. Toutes les précautions. C'est le détecteur de fumée, je pense. Qui a pris sa clope qui avait été activé pareil pendant la journée d'hiver de la SFCR. Donc, ouais. Il faut attendre un petit peu. C'est quoi ça? C'est le détecteur de fumée, je pense. Ah ouais? Qui sonne. Il faut laisser les portes ouvertes. Bon bah merci. Merci. Emmanuel. Merci. Ouais. T'as pas donné le pourcentage de complications quand même? Non. 50% ou 75%? 100 je dirais. Il y a eu 75% dans les séries américaines honnêtes. 75% de complications quand on fait de la chirurgie corrective chez l'adulte. Merci beaucoup Emmanuel. On va passer au troisième topo, arthrodèse versus arthroplastie, indication et place de chaque technique. On va faire un test. Vous m'entendez là? Ouais, c'est bon. C'est bon pour vous, son? Voilà, alors bonjour à tous. Donc Jean m'a demandé de vous parler des indications et de la place de ces différentes techniques d'arthrodèse et d'arthroplastie cervicale antérieure. C'est un sujet un peu plus quotidien, on va dire, que ce qu'on vient de voir. Voilà, bon, ça m'a permis de refaire un petit update de la littérature. Hein. Merci Jean, c'était sympa pour le boulot. Voilà, donc les arthrodèses cervicales, c'est une technique qui est quand même maintenant bien connue, c'est le gold standard, elle a été largement publiée dans la littérature. Les prothèses cervicales, on commence à voir les premiers papiers au début des années 2000, et puis depuis, on a une littérature assez profuse avec près de 400 articles qui évaluent les résultats de ces différentes séries et de séries comparatives avec l'arthrodèse cervicale.
Donc alors, à quel type de chirurgie s'adressent ces deux techniques chirurgicales? Eh bien, tous les gestes de décompression par voie antérieure, et donc le gold standard, c'est cette dissectomie cervicale antérieure et fusion, qu'on connaît bien sous l'acronyme ACDF dans la littérature. Alors pourquoi trouver une alternative à ce gold standard? Eh bien, pour essayer de prévenir les complications qui sont liées à cette technique en particulier, et puis d'améliorer les résultats fonctionnels. Alors j'ai rapporté les résultats de cette série récente. Hein. J'ai compilé quelques papiers assez récents. Et cette série, en fait, elle a fait une analyse des complications sur une base de données américaine de plus d'1 million d'arthrodèses cervicales antérieures qui ont été colligées sur 7 ans à partir des databases américaines. Et en fait, les principales complications qui sont rapportées sont des complications qui sont liées à la voie d'abord et pas tellement à la technique. Et si on regarde la première complication qui est spécifique à l'arthrodèse cervicale antérieure, c'est la pseudarthrose. Elle survient en 13e position avec des taux qui sont, dans la littérature, rapportés entre 0 et 4,3%. Et puis ce taux de pseudarthrose, évidemment, augmente en fonction du nombre de niveaux auxquels on va adresser cette chirurgie d'arthrodèse. 0 à 4% pour les 1 niveau, et puis 2, 3, 4 niveaux, ce taux de pseudarthrose augmente. Malgré le fait qu'on constate qu'il puisse y avoir des pseudarthroses, les patients qu'on va reprendre pour une pseudarthrose, ce taux est assez faible, aux alentours de 11%. Et finalement, sur ce papier rapporte que le taux de reprise chirurgicale pour une pseudarthrose, c'est 4% c'est 11% de ces 4%, ça fait au final que 0,5% des grosses séries. Et il y a un papier assez récent, là, publié en 2019, qui collige les taux de reprise sur une série de plus de 2000 cas d'arthrodèse, avec 5,6% de reprise chirurgicale, 2% en aigu, 3,5% pour les reprises tardives. Et les motifs de reprise tardive se séparent de la façon suivante. On retrouve un taux de 0,5% pour les pseudarthroses, comme on vient de le dire dans le précédent papier, et un taux de près de 3% pour les syndromes jonctionnels. En ce qui concerne la prothèse discale, alors les indications telles qu'elles ont été définies classiquement, là j'ai repris ce qui a été la définition que nous a donnée Jean-Marc Vital et son équipe en 2011 dans l'EMC. Eh bien, ce sont toutes les NCB déficitaires ou résistantes à un traitement médical sur une hernie molle qui va toucher un disque qui garde une mobilité sur les clichés dynamiques. Ça peut s'adresser aussi sur des hernies plus dures ou avec une ostéophytose si toutefois le disque garde une mobilité. Enfin, la myélopathie sur une compression discale peut être une indication, mais elle est très largement discutée encore. Et puis les cas rares de discopathie isolée modique 1. Et à côté de ces indications classiques, on a un certain nombre de contre-indications qui sont classiquement rapportées. L'absence de mobilité, on vient de le dire, l'instabilité, un spondylolisthésis, une arthrose postérieure, la myélopathie. Alors quel degré de myélopathie, les multiniveaux, combien de niveaux, c'est toutes ces questions qu'il faut arriver à défricher, disons. Alors finalement, si on veut arriver à choisir dans ces indications entre l'arthrodèse et la prothèse, il faut se poser la question de savoir si la prothèse permet de meilleurs résultats que l'arthrodèse en termes de mobilité, de résultats fonctionnels sur la douleur, et puis si elle permet de limiter ce risque de complications et de reprise chirurgicale, le syndrome jonctionnel en l'occurrence, puisqu'avec la prothèse, on ne va vraisemblablement pas être confronté au problème de pseudarthrose. Et donc, lorsqu'on fait la littérature sur les papiers qui ont comparé ces deux techniques, eh bien, on trouve une littérature extrêmement profuse avec notamment plus de 30 essais randomisés qui ont été recensés dans une méta-analyse récente en 2021 qui rapporte plus de 7000 cas à plus de 7 ans de recul. Et à ma connaissance, je n'ai pas connaissance d'avoir d'autres techniques chirurgicales en chirurgie du rachis qui rapportent les résultats dans des essais randomisés. Alors si on s'intéresse aux résultats fonctionnels, eh bien oui, il semble, à travers tous ces essais, que la prothèse donne de meilleurs résultats, mais lorsqu'on regarde les essais qui ont 2-3 ans de recul, souvent on ne trouve pas de différence significative. C'est à un plus long recul que la prothèse va avoir de meilleurs résultats, vraisemblablement après 4 ans de recul. En ce qui concerne la survenue d'un syndrome jonctionnel, là encore la prothèse limite ce risque par rapport à l'arthrodèse
et cette différence est mise en évidence de manière significative après un certain délai, là encore, à assez long terme. Alors, si on a fait la preuve, grâce à tous ces travaux considérables, que la prothèse donne de meilleurs résultats, à la fois en termes fonctionnels et vis-à-vis des complications, on peut se demander s'il ne serait pas temps d'étendre ces indications en fonction de différents critères. Est-ce qu'on peut adresser cette chirurgie pour la myélopathie? Est-ce que l'absence de mobilité est réellement un frein? L'instabilité, l'arthrose postérieure, tous ces points qu'on a évoqués précédemment. Est-ce qu'il existe réellement une limite d'âge à l'implantation d'une prothèse discale cervicale, puisque la prothèse a pour vertu de diminuer la survenue d'un syndrome jonctionnel? On aurait envie vraisemblablement de privilégier cette technique pour les sujets jeunes, puisqu'ils ils ont besoin d'une longue durée de vie, donc il faut protéger les étages adjacents pendant longtemps. Mais on pourrait tout aussi se dire que pour les sujets âgés, qui peuvent avoir des étages adjacents à l'étage qu'on va opérer déjà un peu dégénératifs, on aurait envie de les protéger en limitant les contraintes, en mettant une prothèse plutôt qu'une arthrodèse. Alors en ce qui concerne la myélopathie, il y a assez peu de papiers qui rapportent les résultats de la prothèse associée à une myélopathie. Et ce papier publié en 2016 avait construit cet arbre décisionnel pour décider s'il fallait faire un temps postérieur, un temps antérieur. Et en fait, le seul cas pour lequel il discute la possibilité de mettre une prothèse en alternative à l'arthrodèse, c'est sur des rachis normaux lordotiques et sur une myélopathie qui va intéresser moins de 2 niveaux. On a un autre papier qui rapporte de bons résultats sur les prothèses discales cervicales pluriétagées dans la myélopathie cervicarthrosique. Alors, ce n'est pas un papier où ils vont comparatif avec l'arthrodèse, mais enfin, ils n'ont pas dans ce papier réussi à mettre en évidence une potentielle progression de la myélopathie, ce qui est la crainte quand on va garder la mobilité à un étage opéré dans ce contexte de myélopathie cervicarthrosique. Et il conclut de la façon suivante en disant que tant qu'on n'aurait pas ces études comparatives, l'utilisation de prothèses cervicales à plusieurs niveaux dans la myélopathie cervicarthrosique devait être considérée quand même avec précaution. En ce qui concerne la hauteur discale, maintenant, alors là, on trouve un peu tout. Il y a des papiers qui vont défendre le fait que d'implanter une prothèse discale sur un étage qui est assez peu mobile et un peu pincé, c'est ces étages-là qui vont gagner le plus en mobilité, ce qui est évidemment logique puisqu'ils ne bougeaient pas vraiment avant, mais que ça n'est pas corrélé avec les résultats fonctionnels. D'autres papiers, au contraire, qui vont dire que les résultats fonctionnels semblent meilleurs lorsqu'on va faire une fusion sur des étages très pincés par rapport à des patients chez qui on va mettre une prothèse. Et ils recommandent dans ces cas-là donc de privilégier l'arthrodèse. Donc on a du mal, au vu de la littérature, à conclure sur la supériorité d'une technique ou l'autre vis-à-vis de la hauteur discale. En ce qui concerne l'instabilité, là on a assez peu de papiers, c'est probablement assez avant-gardiste d'aller se dire qu'on va mettre une prothèse sur un étage qui présente des signes d'instabilité. Mais enfin, il y a quelques équipes qui s'y sont risquées et qui ont rapporté de bons résultats de prothèses discales cervicales implantées sur des disques, sur des étages qui présentaient des spondylolisthésies, des glissements vertébrales jusqu'à plus de 2 mm. Alors, les multiniveaux, les prothèses sur 2 niveaux, ça a été bien publié aussi, avec un grand nombre d'essais randomisés. Et là encore, la littérature rapporte de bons résultats sur des très grosses séries, avec des résultats qui sont identiques sur le plan clinique, mais des taux de syndrome jonctionnel encore diminués grâce à la prothèse discale cervicale et une amélioration sur le taux de réintervention dans le groupe prothèse cervicale également. Alors, si ça donne de meilleurs résultats sur 2 niveaux, on peut se demander si sur 3 niveaux, ça pourrait donner aussi de meilleurs résultats. À mon sens, quand on arrive à se poser la question de faire des voies antérieures sur 3 étages, c'est la plupart du temps quand on est dans une pathologie qui n'est pas tout à fait différente, pas nécessairement discale. Et je vous présente là le cas d'un article qu'ils ont présenté. Et c'est des cas, à mon avis, assez rares, où on peut se retrouver dans la situation où on a des protrusions discales étagées sur 3 niveaux consécutifs. Et dans ce cas-là, ils ont privilégié la solution de réaliser 3 prothèses discales en rapportant de bons résultats. Alors là, l'évaluation des triples, voire 4 niveaux
de prothèses discales cervicales par voie antérieure. C'est des séries qui sont beaucoup plus modestes, rétrospectives, qui rapportent moins de 50 cas à chaque fois, avec de bons résultats, mais enfin, ça me paraît difficile de conclure sur ces cas-là. Alors finalement, en synthèse, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Que la prothèse discale cervicale donne assez indiscutablement de meilleurs résultats fonctionnels à long terme. Elle permet de limiter le nombre de reprises chirurgicales par rapport à l'arthrodèse et de limiter le risque de syndrome jonctionnel. Donc on a envie de se dire qu'il faut, autant que possible, privilégier la prothèse discale à chaque fois que c'est possible. Alors l'indication phare, c'est évidemment la hernie discale molle du sujet jeune, sur un disque haut et mobile, sans listhésis, sans signe de myélopathie. Et puis à l'opposé, le patient qui va présenter une myélopathie à un certain âge, sur plus de 2 niveaux, sur un disque pincé, qui peut être le siège d'un spondylolisthésis, c'est évidemment une indication à bannir pour la prothèse discale cervicale. Et puis entre ces deux extrêmes, on va retrouver cette importante zone grise dans laquelle il faudra essayer de naviguer en appréciant différents critères pour poser l'indication entre arthrodèse et prothèse. Ici, par exemple, l'exemple de cette patiente de 65 ans qui présentait une névralgie cervico-brachiale C6 sur un débord disco-ostéophytique à l'étage C5-C6, sur un disque qui était assez pincé. En fait, vous voyez, ce disque, il est inclus entre 2 étages qui présentaient des sièges d'instabilité en C4, C5 et C6, C7, avec un petit glissement vertébral. Il n'y avait pas d'arthrose articulaire postérieure majeure, et on a donc choisi, chez cette patiente d'un certain âge, de mettre une prothèse discale cervicale, en se disant qu'on avait peut-être plus de chances de protéger des étages adjacents qui présentaient déjà des signes d'instabilité. Alors finalement, comment évaluer cette zone grise vis-à-vis de tous les critères qu'on a discutés précédemment? Est-ce que le nombre de niveaux doit être un facteur limitant dans le choix? Je ne crois pas. Les doubles niveaux ont fait la preuve de leur efficacité. Les triples niveaux, à mon sens, sont des indications qui sont différentes et la question va plus se poser de discuter d'une voie antérieure ou postérieure, comme ça a été dit précédemment, plutôt que de discuter de techniques entre arthrodèse et prothèse. En ce qui concerne l'âge, c'est à mon avis un mauvais critère de choix. On peut tout à fait justifier que la prothèse discale cervicale soit indiquée chez les sujets d'un certain âge. L'absence de mobilité, la perte de hauteur discale sont à mon avis aussi des mauvais critères pour choisir entre ces deux techniques. Ils sont plus, je crois, le témoin de remaniements dégénératifs qui peuvent ou non s'accompagner d'arthrose postérieure. Et c'est à mon sens ça qu'il faut plutôt s'attacher à dépister, parce que si vous essayez de garder la mobilité sur un étage arthrosique en arrière, vous avez toutes les chances de pérenniser des douleurs cervicales, et c'est plus ça qui doit faire décider, à mon avis, entre la prothèse et l'arthrodèse. Évidemment, la myélopathie est un critère qui doit entrer en ligne de compte. On n'a pas encore réussi à définir dans quelle mesure on pouvait implanter une prothèse discale cervicale quand il y a une myélopathie. Probablement, peut-être que c'est en fonction de la gravité de cette myélopathie. On est parfois amené à opérer des patients qui présentent des myélopathies infracliniques, simplement sur un hypersignal T2 ou avec des potentiels évoqués perturbés sans signe clinique. C'est peut-être en fonction de la gravité des signes cliniques qu'on peut choisir plutôt d'aller vers l'arthrodèse que vers la prothèse. Et enfin aussi le grade d'instabilité qui va entrer en ligne de compte. Une petite instabilité n'est probablement pas une contre-indication à la prothèse discale cervicale, quand un vrai spondylolisthésis mobile sur un disque haut le sera très certainement. Voilà, je vous remercie. Sur le syndrome jonctionnel, j'aimerais que tu reviennes là-dessus parce que, comme tu le sais, et Daniel Rioux et Benzel ont fait l'opposition entre le syndrome jonctionnel symptomatique et le syndrome jonctionnel. Pourquoi? Parce que quand on est à 7 ans d'une arthrodèse, on ne sait pas si on a vraiment un syndrome jonctionnel lié aux hypercontraintes suicides sous-jacentes ou seulement le vieillissement de 7 ans. Et donc, le nombre de malades repris uniques pour un syndrome jonctionnel, en fait, est très faible. Et ce qui explique qu'en Suède, ils ne font pas du tout de prothèse discale parce qu'ils font beaucoup d'études, qui montrent que la prothèse discale n'a pas montré son avantage, notamment avec les clips de Klaus. Et la deuxième question que je te pose, c'est que la myélopathie, on sait que dans la symptomatologie et la création de la myélopathie, la mobilité joue un rôle.
C'est-à-dire qu'à la différence du lombaire, la micromobilité joue un rôle dans le développement de la myélopathie cervico-arthrosique. Alors moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut proposer, sans une grande décompression, la persistance d'une mobilité, alors qu'on sait que c'est un des facteurs de la myélopathie. Voilà. Bon. Et tu sais que tu vas me... Tu sais qu'on est à l'Académie de chirurgie bientôt. Oui, oui, Et oui. moi, je présenterai déjà un micro. Ah, pardon, oui. Et tu seras modérateur. Oui, alors, donc moi je vais répondre par rapport à ce que j'ai lu là grâce à Jean. Voilà. En ce qui concerne le syndrome jonctionnel, moi j'avais cette notion, honnêtement, et en fait de faire ce travail m'a un peu convaincu contre ce que je pensais intuitivement. C'est vrai que ces syndromes jonctionnels, en fait, on a l'impression que la plupart sont asymptomatiques et ne posent pas de problème. Donc en fait, si on n'a pas besoin de les reprendre, c'est finalement pas si grave. Voilà. Et c'est ce que rapporte la littérature, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de papiers qui montrent que le taux de syndrome jonctionnel est vraisemblablement moins important avec la prothèse, mais que ça ne conduit pas nécessairement à une reprise chirurgicale. Et dans ces cas-là, finalement, si ça ne pose pas de problème, pourquoi justifier le fait de mettre une prothèse discale cervicale? Mais enfin, quand on fait quand même... il faut bien... il y a un certain nombre d'études qui sont faites, et puis il y a des gens qui se sont attachés à faire des études quand même assez colossales, randomisées, en double aveugle, avec un recul significatif. Et même sur les taux de reprise, il semble qu'à long terme, la prothèse soit quand même un peu plus efficace. Donc là, on se retrouve en fait à évaluer, à plus dans l'évaluation de la prothèse de hanche, couple alumine versus polyéthylène hautement réticulé. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur des choses très marginales. Et nous, en rachis, on n'a pas l'habitude, hein, parce que, évidemment, on évalue des chirurgies qui sont très pourvoyeuses de complications et avec un effet qui est très bruyant, alors que là, on essaye de trouver une différence probablement infime, mais il semble quand même qu'il y en ait une de ce qu'on peut lire de ces articles récents. Et la deuxième question, c'était sur la myélopathie. La mobilité. Voilà. Alors, intuitivement, moi aussi, je me dis c'est un non-sens et je reste dans ma pratique quotidienne très frileux à faire des prothèses discales cervicales sur une myélopathie. Mais peut-être que sur un cas d'une myélopathie en rapport avec une protrusion discale volumineuse, d'une hernie molle sur un disque relativement haut, une fois qu'on a très largement... Donc la voie antérieure va permettre une décompression significative, de préserver la mobilité de cet étage si on est absolument certain que la décompression est large et correcte. Est-ce que ça va engendrer une progression de la souffrance médulaire? Peut-être qu'on peut se dire que non et que c'est un avantage à long terme de réaliser une prothèse plutôt qu'une arthrodèse. Mais là encore, c'est un peu cette zone grise où il faut évaluer les patients au cas par cas et où ça va concerner un sujet plutôt jeune sur un seul étage. Parce que j'aurais l'idée que j'en aurais. Tu n'as pas parlé des complications, les ossifications hétérotopiques. Des prothèses, oui, j'en ai pas parlé. Et les débris qu'on commence à observer, comme dans les prothèses de hanche, avec des compressions médulaires. À long terme, maintenant, tu sais qu'on est les seuls, les Américains. Vous savez ce que nous ont fait faire les Américains? Ils nous ont fait faire une étude il y a longtemps, il y a au moins une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'ils ont fait une prothèse dite de Bryan qui était interdite aux États-Unis. C'est les Européens qui ont fait la prothèse. Et on avait un recul de 10 ans, ce qui fait que Yann Goffin a montré l'importance des complications à long terme, à 10 ans. C'est-à-dire des débris, comme dans les prothèses totales de hanche, avec des énormes granulomes compressifs, avec impossibilité de faire des IRM parce que c'était artefacté. Donc on refaisait des myélographies. Enfin bon, il faut quand même parler de ça, parce que j'en vois à l'académie. Hein. Même si tu me dis, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, mais j'ai pris des photos de côté. Ouais, tu viens de l'évoquer, Philippe, mais le problème des prothèses, lorsqu'on a une vraie souffrance médulaire importante, c'est le suivi IRM. Comment on détecte un syrinx qui évolue si on a des artefacts métalliques qui nous empêchent de suivre l'évolution. Donc ça, il faut y penser aussi. Et alors sinon, moi, je voulais faire mon commentaire de légiste aussi qui vient derrière, si vous avez un petit peu de temps, mais régulièrement, je vais défendre des chirurgiens qui passent devant un expert sur des voies antérieures. Donc là, on est au cervical. Je suppose qu'on va parler du lombaire cet après-midi. Mais on a certains experts qui s'attachent de façon très étroite
à ce que recommande la HAS. Il y a des experts qui éventuellement n'ont pas vu beaucoup de vertèbres dans leur vie, mais justement, ils vont lire ce qui s'est passé. Alors, il y a toute la problématique de une recommandation de HAS est-elle opposable sur un plan légal? Alors, je pourrais en parler pendant 1 heure de ça, mais en tout cas, il y a vraiment des experts qui considèrent, et il y a même des tribunaux qui considèrent que les recommandations de HAS sont opposables. Et là, aujourd'hui, depuis les dernières recommandations pour les prothèses cervicales, qui datent de 2021, si je ne me trompe pas, pour la HAS, c'est tout ce qu'on a évoqué là, c'est-à-dire pas de myélopathie, pas d'instabilité, 2 niveaux maximum, etc. Donc, alors, on peut essayer de passer la ligne, mais vous prenez le risque. Si vous êtes devant un expert qui n'a pas l'habitude de passer la ligne, moi j'ai vu certaines fois des experts qui vous disent non, il a fait 3 niveaux, c'est totalement interdit, on ne discute même plus. Je pense que tout ce que vous avez dit est très vrai. Après la revue de la littérature que tu as faite, Philippe m'a obligé de le refaire pour la Cervical Spine Society à Paris. C'est vrai qu'en fait, les deux fonctionnent, y compris sur la myélopathie. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est ces études de registre. Et là, les Suédois sont très forts là-dedans parce qu'ils ont vraiment du suivi sur long terme, sur des milliers de cas. Et quand ils font que des extractions de quelques centaines de patients, on voit que finalement, il n'y a pas de grosses différences significatives. Ça, c'est une chose. Après, par vécu un peu dans le service, personnellement, je mets un peu moins de prothèses, mais certains chirurgiens du service en mettent beaucoup, y compris sur les myélopathies. J'ai pas l'impression qu'il y avait vraiment de grosses problématiques neurologiques derrière, même si je comprends vos arguments de la mobilité. Mais par expérience personnelle sur le soft disc, avec une grosse protrusion discale, je pense qu'on risque pas grand-chose. Après, est-ce qu'il y a un réel intérêt à mettre une prothèse sur quelque chose qui est assez ankylosé, qui ne va pas bouger derrière? Ça revient à une cage de luxe. Et puis le problème qui n'a pas été abordé aujourd'hui, c'est le problème du coût. Parce qu'une cage va coûter 400 € et une prothèse autour de 3000. Il faut bien, c'est quelque chose qu'il faut intégrer réellement dans le médico-économiquement. Si les résultats sont les mêmes à la fin, je pense que cette notion de coût, elle doit influencer la décision. Oui, j'en ai pas parlé. Il y a toute la problématique du remboursement qui est en train de bouger, semble-t-il, ces derniers temps. Oui, Madeleine, vous faites quoi chez vous? Nous, on est très peu de prothèses. Comment? Très peu de prothèses. Très peu. Ouais. Et pourtant, c'est de là-dessus. Oui, bien sûr, mais sur l'expérience clinique, et puis après, dans le service, on a pas mal de patients assez âgés, arthrosiques et tout ça. Le cas qui proposait avec la hernie du sujet jeune, c'est souvent plutôt des cas, nous, qu'on va faire dans le cadre de l'urgence. Donc la question ne se pose pas trop à ce moment-là, et du coup, voilà. Mais je suis d'accord avec vous. Non, mais je vais modérer mon propos à l'académie, je veux dire. Comment? Non, à l'académie, on se retrouve ensemble dans 5 semaines. Oui. Moi, étant donné les nouvelles technologies, c'est moi qui présente les prothèses discales. Dans la mesure où tu seras là et que tu as fait ce topo, je vais dire, je vais finir. Moi, non, il faut que vous mainteniez votre avis. Faut pas... Bon, merci à tous pour cette première